Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour ce premier épisode 2023 des Jeudis de la FEMS, concernant donc les acquisitions d'art contemporain, voilà, avec un angle écomusée, musée de société. Et je vais de ce pas donc laisser la parole à Marie-Charlotte, administratrice de la FEMS. Et Marie-Charlotte, ton titre exact, je l'ai sous les yeux. Responsable du département des collections et des ressources documentaires du MUSEM. Voilà, je te laisse la parole, Marie-Charlotte. Merci beaucoup François et merci aux intervenants d'avoir accepté dans un temps record d'intervenir. Je les présente brièvement avant d'introduire le sujet. Donc, Elia Pöckner, première, a proposé en fait un échange, disons autour de 15-20 minutes pour présenter un peu les axes justement de politique d'acquisition dans le musée au MUSEM, et conservatrice du patrimoine au MUSEM, responsable du pôle art contemporain et commissaire de l'actuelle exposition Gada-Amer. Sébastien Gocal interviendra ensuite. Il est conservateur en chef du patrimoine, agrégé d'histoire. Et Sébastien, du coup, est directeur du Musée national d'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée depuis 4 ans. Conservateur en chef du patrimoine. Il est le commissaire du futur parcours permanent et il a été auparavant conservateur à la Fondation Louis Vuitton et au Musée d'art moderne de la ville de Paris et responsable des coproductions audiovisuelles au Centre Pompidou. Il a donc cette double formation, agrégé d'histoire et diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Et donc, Pascal Samuel, merci également d'être présente. Vous êtes conservatrice du patrimoine pour l'art moderne et contemporain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Vous avez été commissaire des expositions Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour l'école, Fenster et le Shtetl perdu de Montparnasse en 2021 également, la Parade de Silewen en 2022 ou encore Mayazak, la mémoire en action en 2020 et Rainer Lyricolaïs, La voix du Guibouk en 2021. Précédemment, vous avez travaillé pendant 13 ans pour le ministère de la Culture, d'abord comme conseillère pour les musées, puis comme conservatrice au sein du service des musées de France. Donc, nous sommes réunis ce matin pour évoquer la question de l'acquisition d'art contemporain dans les musées de société, les écomusées. Donc, cette question, elle peut surprendre puisque les musées de société voilà, et du réseau de la FEMS ne sont ni des musées d'art contemporain ni des centres d'art, mais on constate une volonté commune d'ouverture à une approche pluridisciplinaire des faits de société, ce qui les amène à donner une place importante au regard des artistes contemporains sur les sociétés d'aujourd'hui. Donc, pour concrétiser cette ouverture, les musées que nous sommes peuvent majoritairement faire appel à des collections constituées déjà voilà, d'art contemporain public, le FNAC, le FRAC, le Centre Pompidou, le CNHI, la Cité de la Céramique, le CIRVA ou des collections privées, collectionneurs, galeries ou artistes directement dans le cadre de leur programmation. Et donc, la question relève plus de savoir pourquoi finalement acquérir de l'art contemporain dans un musée de société. Et comment en fait le conduire. Donc, notamment la question de la concertation avec les autres institutions publiques semble être évidente. En tout cas, la question que j'ai posée aux intervenants, enfin les questions que j'ai souhaité du coup leur poser, c'est principalement la suivante: faire appel donc à l'art contemporain pour les musées de société. Est-ce une question de mode ou est-ce plutôt une manière de faire appel à la réflexion et au savoir-faire des artistes, à la fois en matière de perception de réalité sociale, difficile à saisir, et en matière également de mise en exposition. Je leur ai également demandé si ils voyaient une évolution, une tendance qui se dégageait, comment les choix pouvaient être faits et est-ce qu'ils pouvaient partager des cas éventuellement de production d'œuvres où le musée accompagnait donc l'artiste sous forme de commande, et quel dialogue surtout pouvait être fait avec les collections historiques du musée.
Donc, pour commencer, je laisse la parole à Elia qui partage son écran. Merci, Elia. Merci à toi, Marie-Charlotte, de cette entrée en matière stimulante. Et bonjour à tous. Je ne vois que certains d'entre vous sous forme de petites vignettes. Donc, moi, ça fait effectivement 3 ans et demi que je suis au MUCEM et c'est peut-être le bon moment pour un premier retour d'expérience dans la mesure où quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, on m'a demandé de faire une note sur ma politique d'acquisition rêvée. Et aujourd'hui, je prends la mesure à la fois de ce qui a été percutant et porteur et de ce qu'il a été un peu moins. Donc, je voudrais partager ce bilan et aussi peut-être évoquer certains projets en cours qui me permettront d'esquisser, je pense, avec plus de pertinence encore la prochaine note d'acquisition. Pour moi, acquérir de l'art contemporain dans un musée de société, c'est quand même d'abord nécessairement interroger les limites de ce qu'on appelle l'art contemporain, dans le sens où j'ai été amenée forcément à prendre connaissance des méthodes d'acquisition du MNATP et puis du MUCEM, et aussi à poursuivre des enquêtes collectes qui permettent de toucher à certaines formes de création qui sont, certaines formes de création qui sont qui relèvent de création contemporaine, mais qui sont parfois en dehors des circuits institués de l'art contemporain. Donc, vous connaissez cette enquête collecte dont on parle beaucoup, Tag et Graph. Elle a été initiée par Claire Calogero à la fin des années 90. Et je me suis engagée en arrivant au MUCEM à la poursuivre un temps, en tout cas, puisque Claire Calogero avait esquissé des terrains, des projets d'enquête autour du pourtour méditerranéen, dans les pays de l'Est, en Grèce et au Portugal. Et nous sommes aujourd'hui en train de finir, enfin les enquêtes ont été faites, et je collecte actuellement les fruits de ces enquêtes. Donc vous avez sous les yeux une tête de métro graffée par le king du métro de Bucarest, Emzer. Voilà. Ce qui pose évidemment des questions en termes d'acquisition, puisque ce type de création va poser des problèmes en termes de régie, de format, d'acheminement aussi, des questions juridiques, puisque souvent nous avons affaire à des biens plus ou moins légalement acquis, et puis des questions aussi en termes de droits d'auteur parfois, puisque les graffeurs ont conscience ou pas de pouvoir revendiquer des droits d'auteur sur leur création, mais dans les photographies qu'ils prennent de leurs œuvres, par exemple, ils ne prennent pas toujours... il ne faut pas toujours attention, voir qui figure vraiment, quels auteurs sont à l'œuvre sur un wagon-train qui est par exemple photographié. Donc, ce qui m'intéresse aussi dans cette enquête, c'est que le monde du graffiti est un monde qui est en train de plus en plus, et depuis quelques années déjà, d'être accueilli dans le monde de l'art. De plus en plus de collectivités et d'institutions muséales s'emparent du graffiti dans leur programmation, posent aussi la question de l'acquisition. Et bien sûr, les galeries, les collectionneurs vendent de plus en plus soit de graffiti sur toile, soit d'esquisses ou d'installations même résultant du travail de graffeur. À ce titre, donc, au MUCEM, nous acquérons à la fois des œuvres originales, prélevées dans le terrain, comme la tête de métro, qui n'est pas encore acquise. Hein, c'est pour l'instant un désir plus qu'un item des collections, mais c'est un projet en cours. Donc, des objets prélevés sur le terrain, des œuvres, aussi des outils d'un point de vue très ethnologique, des outils de peinture, des objets montrant témoignant de la culture qui entoure le graffiti, que ce soit des disques vinyles, par exemple, ou des fanzines. Et bien sûr, je m'intéresse également à des objets qui témoignent de cette transition du graffiti vers la galerie et vers l'institution patrimoniale.
Donc ici, c'est une porte de petit gris, de TER, prélevée par Maxime Drouet dans une casse et qui sert de support à une installation visuelle, puisque sur la porte de droite, vous avez de la peinture rétroéclairée par un caisson lumineux et derrière la fenêtre du ventail de gauche, Maxime Drouet a prévu et propose la diffusion d'une vidéo où on le voit à l'œuvre. Une autre de ces installations récemment acquises est celle-ci, donc de Zefa, un graffeur toulousain, Vincent Abadi Hafez. Installation qui m'a intéressée pour plusieurs raisons. D'une part, Zefa est l'inventeur de ce qu'on appelle le calligraffiti. Graffiti ici d'inspiration très calligraphique et orientalisante, arabisante. Mais le texte qu'on voit, le graphisme qu'on voit est un texte dans un alphabet latin. Et ce qui m'a intéressé ici, c'est que Vincent Abadi Hafez a monté ce moulin à prière géant à partir de plaques de zinc gravées à l'eau forte, qui sont en fait les matrices des estampes que vous voyez derrière. Il a travaillé pour ce faire avec un dinandier et s'est donc intéressé vraiment au savoir-faire traditionnel, pour acquérir lui-même la compétence nécessaire pour mettre en œuvre ce procédé. Par ailleurs, donc ce moulin à prière entraîne dans sa rotation, lorsqu'on l'active, une platine, platine elle-même ornée par lui, et qui fait entendre donc, par le caisson audio sur lequel un disque vinyle gravé par donc le collaborateur de Zefa, Johan Vasquez, qui slame en fait le texte par ailleurs déchiffrable sur le moulin à prière et sur les estampes. Donc là, plusieurs sources d'intérêt pour moi, les savoir-faire traditionnels, le devenir du hip-hop et du rap dans une installation de cette sorte, la variation sur le graffiti et le calligraffiti, et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire, tac, tac, tac. Oui, enfin, voilà, c'est l'essentiel de ce qui m'importait ici. Par ailleurs, nous doublons les acquisitions de graffiti, qu'elles soient plutôt de l'ordre du terrain ethnologique ou de l'art contemporain, vraiment de collecte d'archives, à la manière donc des ethnologues. Et là, c'est vraiment la méthode qui est importante, puisque chacune de ces acquisitions est précédée d'un entretien. Nous n'achetons pas beaucoup, presque pas sur le marché, et les entretiens sont archivés. Et ici aussi, donc Vincent Abadi Hafez, qui est vraiment connu dans le monde entier pour ses façades gigantesques. Ici, vous en avez une qu'il a faite à Dubaï, nous a offert, au moment où nous avons acheté l'installation, toute une série de photos témoignant de ces peintures murales. Donc là aussi, dans l'espace urbain, hors format, et par essence, un peu difficile à acquérir. Par ailleurs, donc, les méthodes ethnographiques, ethnologiques qui m'entourent m'ont aussi inspiré récemment. Là, je vais évoquer un autre projet en lien avec l'art contemporain et un projet à venir pour ces prochaines années, qui est en fait de consacrer, d'envisager l'art contemporain sous l'angle de l'enquête collecte, puisque avec le département de la recherche, et notamment Aude-Fanlot, donc au MUSEM, nous projetons là maintenant une enquête collecte sur les artistes contemporains réfugiés en France. C'est au moment de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan que, au gré simplement d'une inspiration très, très rapide, hein, et pourquoi ne s'intéresserait-on pas à cela, que l'idée a germé, et puis l'énergie du département de la recherche œuvrant de son côté, nous avons tout récemment publié en fait un appel à projets postdoctoral pour accueillir l'année prochaine un chercheur qui se consacrera à ce sujet. Et évidemment, pour moi, je souhaite travailler donc étroitement avec ce chercheur pour définir des terrains et mener
deux types d'acquisitions de fonds dans le cadre de ce projet, donc Artistes en exil. Ce sont à la fois des acquisitions d'œuvres d'art, bien sûr, mais aussi des acquisitions de type ethnologique qui témoignent de la manière dont la création en exil peut se faire. Alors, c'est évidemment un sujet extrêmement vaste et déjà largement traité, mais nous avons choisi en fait la question de l'atelier comme fil directeur, c'est-à-dire comment se reconstitue un atelier, comment dans l'exil les conditions matérielles impactent ou non une production déjà pratiquée avant l'exil. Et en arrière-pensée, j'ai quand même l'idée des unités écologiques traditionnellement acquises et qui peuvent peut-être nous guider dans notre manière d'aborder des ateliers de fortune ou ateliers beaucoup plus institués, établis, qu'on pourrait envisager d'acquérir ou d'acquérir personnellement, de couvrir. Bon, c'est vraiment un projet en germe, donc je ne m'y attarde pas plus pour l'instant, mais je suis curieuse de vos retours à ce sujet, parce que ça promet d'être un vaste projet. Sinon, évidemment, nous acquérons aussi de l'art contemporain plus classique, si je puis dire, puisque en 2021, par exemple, nous avons acquis auprès de la galerie Christophe Gaillard une douzaine d'œuvres de Michel Journiac. Là aussi, qu'est-ce qui m'intéressait? Alors, je pense que c'est vraiment le regard que portent certains artistes sur des sujets socialement. Socialement intéressants, enfin qui peuvent intéresser nos sujets de société, qui m'ont guidée. Ici, le chèque de 100 que vous avez sous les yeux, donc c'est de la réplique en fait d'un chèque imprimé sur rhodoïde, et ce sont deux feuilles de rhodoïde entre lesquelles Michel Journiac a versé un peu de sang en référence au scandale du sang contaminé et à une période de sa création, donc on est entre 1995 et 1993 et 1995, pardon, où il consacre vraiment la phase ultime de sa création à la question du sida. Voilà, je vous montre quelques autres de ces images. Alors, ce qui a été important pour moi dans ce cycle d'acquisition, c'était de faire corpus. Je pense que dans les vastes collections ethnologiques qui sont les nôtres, l'art contemporain est forcément numériquement, quantitativement sous-représenté. Et assez vite, en fait, dans mes réflexions, je me disais, si on achète juste une œuvre, ça va se perdre dans la masse, on n'arrivera pas à tenir un discours, ça va être plus difficile à valoriser. Donc, faire corpus. Ma première démarche en ce sens a été d'acquérir beaucoup d'œuvres d'un même graffeur, Zou 24 en l'occurrence, un graffeur milanais. Et c'est là où maintenant, aujourd'hui, je reviens un peu sur ce parti pris. Enfin, je pense que je ne peux pas... mon idée était en fait de montrer qu'un graffeur non repéré du monde de l'art contemporain que je pouvais lui donner quasiment le statut d'artiste contemporain en l'acquérant beaucoup, en montrant vraiment des œuvres de ces différentes phases de création, tout son parcours. Aujourd'hui, je vois que la surabondance de ces œuvres crée un peu redondance dans nos collections. Et je pense que si nous exposons Zou 24, nous l'avons déjà fait et nous le referons, ce sera à partir d'une, deux ou trois œuvres, mais peut-être pas beaucoup plus. Donc là aussi, je pense qu'il y a... le MUSEM n'a pas non plus à créer des artistes contemporains à partir d'autres terreaux de création. En revanche, sur Michel Journiac, la notion de corpus quand même m'a intéressée, dans le sens où les œuvres que vous voyez là font partie d'un même cycle, qui est le rituel de transmutation du corps souffrant au corps souffrant au corps transfiguré. Donc l'auteur avait lui-même évoqué un cycle très inspiré de la passion, enfin des 12 étapes de la passion. Donc là, acquérir en masse, si je puis dire, faisait sens.
Et par ailleurs, ce qui a été intéressant et porteur pour cette acquisition, ça a été évidemment l'écho extrêmement fort, voire la collaboration extrêmement forte, puisque c'est Florent Moll qui avait d'abord eu l'idée de cette acquisition, qui donc entre moi, responsable du pôle art contemporain, et mes collègues qui s'occupent donc de pôles thématiques au MUSEM. Nous sommes 10 conservateurs et les collections ethnologiques sont réparties en pôles thématiques. Donc, en l'occurrence, c'est le pôle sport et santé qui était intéressé par Michel Journiac et avec qui j'ai été amenée à collaborer étroitement. Donc ça me semble très important, hein, voilà, de s'assurer d'une cohérence en fait entre ce qu'on acquiert en termes d'art contemporain et ce qui se fait par ailleurs au musée, à la fois du point de vue de la conservation, des acquisitions, des enquêtes collectes, puisqu'il y a eu donc là l'enquête SIDA, et puis des expositions, puisque nous avons montré l'année dernière VIH-SIDA, l'épidémie n'est pas finie, au MUSEM. Peut-être un autre pôle avec lequel je suis amenée à collaborer, je pense, et qui m'a aidé à mieux penser cette notion de corpus, c'est le pôle mobilité et métissage dont s'occupe Camille Faucourt. En fait, notre premier projet d'acquisition commun, et il est encore en cours là aussi, c'est en toute confidentialité que je vous en parle, faisait suite à l'exposition de Mathieu Pernaut l'année dernière au MUSEM, l'Atlas en mouvement. Et face à la faible représentation dans les collections ethnologiques de la crise migratoire contemporaine, Camille Faucourt et moi avons décidé donc d'acquérir certaines des œuvres exposées dans l'Atlas en mouvement dès l'exposition en fait, l'année dernière. Et donc là aussi, c'est plutôt un ensemble d'œuvres qui nous a intéressés. D'une part, des photographies, alors j'ai malheureusement pas eu le temps de les porter à l'écran, mais je pense que c'est assez facile à se représenter. D'une part, donc des photographies de paysages ou d'habitats chaotiques et ruinés en Syrie, à Lesbos et enfin au métro Stalingrad à Paris, qui montrent donc le chaos de ces habitats de fortune tout au long de la migration, hein, au départ à Lesbos et puis à ce qu'on espère être l'arrivée, mais qui finalement n'est qu'un point de transit supplémentaire. Ensuite, des cartes marines de naufrage, enfin des cartes marines sur lesquelles Mathieu Pernaut inscrit les lieux précis des naufrages annoncés par l'AFP, des naufrages de bateaux de migrants. Et enfin, deux autres œuvres qui me paraissent particulièrement intéressantes, ce sont des itinéraires de migration tracés par des migrants, d'après un dispositif donc imaginé par Mathieu Pernaut, puisqu'il projette au mur une carte de la zone méditerranéenne. Il agrafe au mur des cahiers d'écoliers qu'il a chinés au puce, et puis il demande aux migrants de tracer, en suivant les lignes de la carte, leur itinéraire. Alors, tout ça nous a posé beaucoup de questions. D'abord, la question de la complémentarité ou pas de nos collections avec celles du MNHI. Et nous avons travaillé avec Isabelle Renard de ce point de vue-là. Après, ce sont des œuvres très fragiles, donc on avait aussi décidé qu'il pouvait y avoir là peut-être sens à acquérir des œuvres semblables. Ensuite, ce qui nous a beaucoup préoccupé, c'est la question juridique du droit d'auteur, puisque on peut vraiment se demander à quel point Mathieu Pernaut collabore ou pas avec les migrants pour ces œuvres-là. On a travaillé avec notre juriste au MUSEM qui, dans le sens où Mathieu Pernaut est l'unique auteur du dispositif, du protocole de création, invite à penser vraiment la question des droits d'auteur comme revenant exclusivement
à Mathieu Pernaut. Mais ensuite, il y a quand même la dimension éthique qui fait qu'on est amené à citer les migrants qu'il mobilise pour son processus créatif. Or, citer les migrants et montrer leur itinéraire, c'est forcément enfreindre le droit au respect de la vie privée, enfin divulguer des données privées. Et là aussi, ça pose question, dans le sens où ces migrants, aujourd'hui, sont partis, en Angleterre notamment, et ailleurs, et Mathieu Pernaut n'a plus de contact avec eux. Donc, difficulté juridique, là, un petit peu, en tout cas, et éthique, dans le sens où il nous posait problème aussi d'acheter les itinéraires des migrants, sachant que Mathieu Pernaut les avait rémunérés à ses dires, et je suis certaine qu'il dit vrai, mais disons qu'il ne les a certainement pas rémunérés au prix où il vend une œuvre aujourd'hui. Donc là, le problème éthique du prix et de la rémunération d'une œuvre de collaboration, on l'a résolu en invitant Mathieu Pernaut à donner au musée les itinéraires des migrants et en revanche à vendre ses photos plutôt. Donc on a trouvé comme ça une position à peu près satisfaisante, nous semble-t-il, mais ce sont des choses qui vont encore être présentées en commission d'acquisition et discutées à ce moment-là. J'espère que voilà, les réponses que nous avons trouvées à ces questionnements seront partagées à ce moment-là. Voilà, pour dire, là aussi, donc cette œuvre-là nous paraît importante pour le regard qui est porté sur nos sociétés contemporaines, pour la dimension méditerranéenne, évidemment, pour les questions aussi donc, juridiques, participationnelles, pardon pour ce mot barbare, qu'elle soulève. Mais je voudrais enfin revenir pour terminer sur cette notion de corpus. Suite à ce projet d'acquisition, Camille et moi nous sommes dit qu'on voulait travailler plus globalement sur des cartographies d'artistes ou des cartographies artistiques par lesquelles les artistes traitent des problèmes de migration. Donc, ça peut recouvrir plusieurs noms. Et finalement, en fait, c'est encore trop large et je suis en train de poser la question, est-ce qu'on ne peut pas penser un corpus à acquérir d'œuvres d'artistes cartographiant la question des migrations qui soulève particulièrement la question de la participation des migrants. Donc, cet élément de participation me paraît déterminant, intéressant, et répondre aussi à la question de la participation des enquêtés dans nos enquêtes collectes, puisque de l'entretien à l'acquisition, en fait, et à la documentation des acquisitions, la participation des acteurs est importante. Je crois que j'ai déjà pas mal parlé. Bon, voilà, je passe peut-être la parole et puis je ne sais pas si on pose les questions un peu plus tard ou maintenant. Enfin, voilà. Merci Marie-Charlotte, merci à tous. Merci beaucoup à toi, Elia. S'il y a une question dès maintenant, n'hésitez pas surtout à vous manifester. Ce qui est intéressant, en effet, dans ce que tu as présenté, c'est à la fois cette idée de poursuivre la forme d'enquête collecte, de poursuivre une réflexion sur la méthodologie autour du modèle aussi de présentation et de collecte qui est l'unité écologique et comment, en fait, il peut avoir aussi acquisition d'opportunités d'exposition, mais tout ça construit en effet sur cette notion de corpus, dont je pense qu'il est très intéressant de revenir, et merci d'avoir partagé tes réflexions. Si du coup vous en êtes d'accord, je passe la parole à Sébastien, qui a lui aussi un PowerPoint à partager avec nous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour nous écouter ou nous poser des questions. Je vais présenter un peu brièvement la situation de l'art contemporain au Musée national de l'histoire de l'immigration. Et puis commencer par le début, lorsque ce musée a été lancé, porté par Jacques Toubon. La dimension art contemporain était très présente, du fait probablement de l'intérêt même de Jacques Toubon et de sa femme Lise pour le sujet. Et puis dans l'équipe de démarrage, il y avait Isabelle Renard, qui était aussi spécialiste d'art contemporain.
Donc, dès le début, on a 3 collections. Une collection de société, c'est à ce titre-là d'ailleurs qu'on est peut-être là ce matin, une collection d'histoire et une collection d'art contemporain. Et en fait, là, c'est à la fois une chance parce que c'est trois axes différents pour aborder la question de l'immigration. Voilà, on a l'habitude de raconter qu'en fait, on aborde ça d'un point de vue scientifique, on va dire, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue plus humain avec la collection de société qui est faite principalement de témoignages, et puis une approche, alors on rigole souvent avec Isabelle parce qu'on emprunte toujours les mêmes termes, à la fois métaphorique et métonymique, qui est celle de l'œuvre d'art, qui permet une approche différente des mêmes questions et voilà, souvent qui ouvre à d'autres approches. Ces 3 collections sont gérées par 3 chefs de collection, 3 responsables de collection différents. Étaient jusqu'à récemment présentés de manière séparée, puisqu'on avait un endroit un peu iconique pour notre lieu, qui était la Galerie des Dons, dans lequel étaient réunis tous les témoins, tous les parcours de société. Il y a sans aller présenter cette collection, donc dans notre collection au total, on doit avoir à peu près, enfin, à la très grande louche, 5000 numéros de référence, dont 700 d'art contemporain. Donc c'est à la fois peu, un peu plus d'un dixième. Et en même temps, au point de vue budgétaire, c'est la très grande partie de cette collection. On a un budget, voilà, qu'on a depuis une vingtaine d'années, on acquiert, mais la très grande majorité des acquisitions coûte, c'est celle de l'art contemporain. Et ça pose à la fois ce qu'est cette collection et en même temps des difficultés. On a souvent Alors, on a un comité d'acquisition, comme tout le monde, je pense, enfin, en tout cas externe, hein, c'est-à-dire que nous, on prépare nos acquisitions en interne et après, on le présente à un comité d'experts qui vote pour savoir si cette œuvre doit rentrer ou pas dans nos collections. Et ce comité d'experts est évidemment composé de spécialistes d'histoire de société, de spécialistes d'histoire, enfin de société, d'histoire et d'art contemporain. Et donc, on a assez régulièrement des situations un peu cocasses. Soit vous avez une œuvre d'un journaliste qui a fait un reportage photo sur, je ne sais pas moi, Lesbos, et qui va nous vendre son reportage photo à 2000 €. Et puis un artiste contemporain, Mathieu Pernaut par exemple, qui nous vend aussi un travail sur Lesbos, aussi à partir de photographies, mais qui lui-même est dans une logique d'art contemporain ou de marché d'art contemporain, et qui présente des œuvres qui visuellement sont similaires, avec un zéro de plus, plutôt à l'ordre de 20 000 €. Et on a dans notre commission des gens qui parfois ne comprennent pas ces écarts de prix. On a aussi le cas d'une œuvre de Gilles Delmas, qui était une photo sur la migration, qui était visuellement des photos quasiment blanches. Et donc, notre président du conseil d'orientation de l'époque nous dit, mais vous allez nous faire payer des photos blanches pour 10 ou 20 000 €, je ne comprends pas. Donc, on a un travail à la fois de pédagogie répété, puisque les gens qui participent à cette commission ne se connaissent pas forcément, on va dire, l'écosystème de l'art contemporain. Ce travail de pédagogie est aussi à répéter dans les expositions, parce que notre public est un public principalement de gens qui s'intéressent à l'histoire de l'immigration, de la société, aussi à l'art contemporain, mais de fait, ce sont des publics souvent assez différents. Donc ça, c'est des problèmes qui sont récurrents chez nous. Et puis, l'exigence en tout cas, qu'on n'a pas voulu baisser, c'est-à-dire on aurait pu prendre ce qui serait des œuvres d'art contemporain illustratives, c'est-à-dire qui seraient compréhensibles en fait par le plus grand nombre. Et on en a, hein. Je vous prends par exemple, on a une série de photos autour de Mathieu Pernaut, autour des grands ensembles, où on voit à la fois les images des grands ensembles dans la période rêvée des années 60, et puis des images de ces mêmes grands ensembles qui sont explosés pour détruits parce que totalement devenus vétustes. Donc évidemment, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la société comprend, et quelqu'un qui s'intéresse à l'art contemporain au travail de Mathieu Pernaut rentre dedans. Mais on a des œuvres aussi beaucoup plus complexes. Et là, voilà, l'idée, c'est qu'on s'intéresse à des artistes qui parfois peuvent être plus complexes du premier abord, mais qui sont importants. Et ce qui fait d'ailleurs la qualité de cette collection, puisque pour la reciter, à Isabelle Renard, qui s'occupait vraiment de la collection d'art contemporain, à qui les premières œuvres, enfin, en tout cas, on était le premier musée à acquérir des œuvres de Zinel Zidira, de Kader Attia,
qui sont des œuvres qui ont un discours plus complexe et parfois plus ambigu aussi. Je pense à cette œuvre qui est assez emblématique de notre collection, qui s'appelle La machine à rêve de Kader Attia, où on voit une femme en jogging assez jeune, avec un foulard autour de la tête, qui est devant une machine distributeur de bonbons. Et dedans, elle peut acheter un passeport halal, des bonbons halal, des préservatifs halal. Qu'est-ce que dit cette œuvre? Et ça, en fait, on s'aperçoit que selon la personne qui la voit, le commentaire est très différent. Et c'est évidemment très gênant, entre guillemets, pour un historien ou un scientifique pour qui le discours doit être très lisible. Autre type de tension qui peut apparaître, on est en train de travailler sur le parcours permanent avec des historiens. Donc on refait un parcours permanent à partir de 1885 à nos jours, avec un tas d'événements historiques. Et évidemment, moi j'ai souhaité qu'on mélange les trois collections. Et donc on se retrouve parfois avec des œuvres d'art contemporain qui n'ont pas de fonction historique précise, mais qui ont une qualité artistique évidente. Et donc s'en suivent des discussions assez longues, passionnantes d'ailleurs, je vous donne un exemple, un de nos chefs-d'œuvre, qui a été montré au MUSEM, qui est Road to Exile, la route vers l'exil de Barthélemy Togo, qui est une barque chargée de baluchons dans une mer de bouteilles. Et donc, on voulait mettre dans l'endroit qui est la plus beau pour le parcours, qui serait en fait tombé dans les années 80. Et donc, les historiens nous disent, mais attendez, il n'y a pas de grande migration en mer dans les années 80. Donc, pourquoi la montrer là? Et en plus, cette œuvre n'apporte pas d'informations. Et donc, on explique que c'est une autre manière de voir, de se problématiser, de ressentir. Et donc, c'est tout ce jeu, en fait, de traduction, d'explication, pour dire la même chose, hein, finalement, pour parler de l'immigration, qui est assez passionnante. Voilà, donc à la fois ne pas baisser en exigence, les conseils, enfin en tout cas nous qu'on suit, c'est ne pas baisser en exigence, ni sur la qualité des œuvres, ni sur le message qu'elles véhiculent, ni sur l'exigence des commentaires, ni sur les budgets, parce qu'effectivement une belle œuvre d'art contemporain, ça coûte de l'argent, mais ça n'aurait pas de sens d'acheter des œuvres d'intérêt moyen à coût moyen. On peut acheter des œuvres très intéressantes à bas prix, hein, mais à coût faible. Mais en tout cas, ne pas céder là-dessus. Et puis aussi, un cas qui est assez présent, mais bon, je vais passer la parole, c'est celui de la commande, et qui était la même chose au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. À partir du moment où vous passez une commande à un artiste, d'abord, vous prenez un risque, parce que par définition, vous ne savez pas ce qui va être produit. Donc, il faut bien se garantir de la bonne compréhension avec l'artiste des missions, des objectifs. Voilà. Et puis, si vous passez commande, vous produisez, donc vous payez. Et ça, voilà. Et après, la question, c'est une fois que l'œuvre est produite, soit elle part à la benne parce que c'est une œuvre éphémère ou ratée, ça peut arriver, ou alors elle retourne, ou alors vous l'acquérez. Et à ce moment-là, il faut, à mon avis, bien prendre en compte que au budget d'acquisition, le coût de l'acquisition, de ce coût d'acquisition doit être déduit les coûts de production, parce que vous les avez déjà. Soit l'œuvre est rendue à l'artiste ou à sa galerie, et à ce moment-là, moi, enfin, au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, c'était comme ça ici aussi, ça semble normal que le propriétaire final, c'est-à-dire la galerie ou l'artiste, reverse les frais de production ou pas. Ça, c'est une question qui dépend au cas par cas, mais en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Et est-ce que cette collection d'art contemporain, vous la prêtez beaucoup justement dans des musées Oui. Alors, on la prête jusqu'à présent. Alors, beaucoup, ça dépend où on place la barre. En tout cas, n'importe quel musée, on prête. On prêtait relativement peu, enfin, de mon point de vue, jusqu'à récemment, parce qu'on avait la base de données était peu visible. On vient de rentrer dans Navigart, donc maintenant que n'importe quel commissaire d'expo, même un peu flemmard, tape immigration et hop, tout de suite notre collection devient visible. C'est un point important chez nous aussi. Enfin, on a adhéré à Vidéo Muséum il y a 3 ans maintenant. Et ça donne de la visibilité à nos collections d'art contemporain qui ne sont pas vraiment connues et associées tout de suite au MUSEM.
Et en plus, moi, ça me permet aussi de montrer sur Vidéo Muséum à des commissaires d'exposition, des artistes, graffeurs en l'occurrence, ou autres. Enfin, ça pourrait être d'autres formes de créateurs que des artistes ultra reconnus des circuits institués, quoi. Très bien. Alors, pareil, s'il y a une question de suite, n'hésitez pas à la poser. Oui, je crois qu'il y a Bénédicte. Bonjour Oui, Bénédicte. bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci Marie-Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Elia et à Sébastien que je salue. Parce que les problèmes que vous avez soulevés, parce qu'il se trouve que je représente le service des musées de France dans vos deux commissions, ce que je voulais dire dans le sens, et d'ailleurs Marie-Charlotte le sait, c'est que c'est jamais évident dans ce type de musée de se dire que l'on va faire, enfin, ou acquérir des œuvres en art contemporain. Marie-Charlotte, tu peux témoigner que c'est, et d'ailleurs Elia aussi, que c'est pas toujours évident dans les débats autour de la commission d'acquisition, parce que pourquoi faire, c'est trop cher, est-ce que c'est vraiment le rôle de ce type de musée? Et Sébastien, tu confirmes aussi que dans la commission d'acquisition, pourquoi de l'art contemporain, tu te rappelles la discussion qu'on avait eue sur les photos, est-ce que c'est du photoreportage, du photojournalisme, est-ce que c'est de l'art contemporain, etc. Donc je pense que c'est jamais, jamais justifié, et ça m'a toujours étonnée parce que je ne vois pas pourquoi. ce- je pense il peut y avoir de l'art contemporain dans tous les musées. Et puis deuxièmement, ce que vous venez de dire tous les deux, c'est la visibilité de vos collections, parce que je crois que vous n'êtes pas totalement encore identifiés dans le monde des musées comme des centres de ressources sur sur ce type de collection. Parce que beaucoup de gens, je pense, ignorent encore, même si la visibilité de vos deux collections a gagné en surface, que on peut aller vous voir, y compris d'ailleurs comme expert dans les commissions d'acquisition. On peut aussi vous demander que, par exemple, bon, évidemment, moi, je renvoie toujours sur le MUSEM pour tout ce qui est le street art, et je pense qu'il faudrait peut-être aussi améliorer cette visibilité, puisque tu disais, Elia, était intéressant, c'est de faire le lien on en avait parlé déjà avec Marie Potécher d'ailleurs, le lien entre des actions d'art contemporain et les enquêtes collectes et l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, d'ailleurs ce que fait aussi d'une certaine manière le- Sébastien et son équipe, c'est ça, la spécificité par rapport à un musée plus, plus spécifique d'art contemporain. C'est vrai que cet étonnement, en tout cas, j'aimerais aussi le partager parce que travaillant plus sur l'histoire du musée et donc de la constitution des collections du Musée Il y a national. toujours eu de l'art contemporain aux ATP, c'était déjà un sujet qui remonte. Et pareil au Musée de l'Homme pour les collections européennes. En fait, toutes les expositions quasi de préfiguration avant l'ouverture du musée dans les années 70 étaient l'occasion de montrer, par exemple, dans l'exposition Berger de France, une sculpture du Moyen Âge avec tous les accessoires du berger jusqu'à ce qu'il accompagne dans sa transhumance et par exemple, à une esquisse de l'homme au mouton de Picasso. Et en effet, il y a il y avait cette idée que l'art populaire n'était pas cloisonné du reste du tout des autres champs. Et je pense que c'est quelque chose qui aussi a pu intégrer ponctuellement les collections, mais qui nous questionne sur le fait de travailler à des expositions qui, en effet, permet cette déhiérarchisation des arts, mais faire rentrer, acquérir, c'est en effet ensuite avoir pour volonté non seulement de conserver, mais d'arriver à valoriser. Et pour valoriser, il y a tout de l'objectif d'essayer de faire connaître voilà, une forme de logique, de spécificité à se tourner vers tel musée pour aller chercher telle œuvre. Enfin, et ça, c'est une logique, je trouve, dans laquelle justement on peut s'inscrire par de la méthode, par des thématiques, par ce que vous avez en fait tout à fait bien présenté tous les deux, qui s'accompagne en effet d'une volonté de valorisation sur des plateformes existantes comme Vidéo Muséum, etc., qui sont à mon avis aussi
derrière une possibilité pour tous les musées que nous sommes aussi pour pouvoir en fait j'allais dire vraiment revaloriser aussi ces collections. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces plateformes pour enrichir en fait aussi les projets d'exposition. Et ça me semble être un cercle vertueux. Si vous voulez ajouter quelque chose, surtout n'hésitez pas, sinon je laisserai bien aussi pour la logique un peu de notre déroulé, la parole du coup à Pascal Samuel qui a, je l'espère, pu tester son PowerPoint, le récupérer. Juste pour vous dire que, excuse-moi Pascal, je devrais partir à 10h10, donc voilà, à moins que, voilà, juste pour m'en excuser, et à moins qu'il y ait une question très précise pour le musée que je prendrai tout de suite. Pardon Pascal, mais sinon, voilà. Non, écoute, je profite puisque tu dois nous quitter. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, là, ce que tu disais sur cet axe métaphorique. Effectivement, on a besoin, je crois que si il y a autant de personnes connectées ce matin, on a besoin, tout le monde est d'accord, je pense, pour s'accorder sur l'importance du regard de l'artiste sur des sujets, sur nos sujets d'actualité, qui croisent l'actualité. Qu'on travaille avec eux à la fois dans une démarche qui peut être en effet parfois illustrative plutôt, mais la démarche métaphorique, effectivement, c'est ce qui va nous apporter un petit plus, c'est ce qu'on va un petit peu pouvoir décoller. Et je pense que chez vous, dans nos 3 institutions, alors, on n'a pas parlé d'argent. Je pense que quand même, il faudra quand même qu'on parle d'argent et qu'on parle un peu pratique peut-être avant que tu t'en ailles. Et puis après, si mon PowerPoint marche, je montrerai des images, mais parce que la question de l'argent et des moyens, des leviers, elle est quand même intéressante. Donc cette question métaphorique, moi, qui m'intéresse beaucoup et qui, à mon avis, est essentielle, parce qu'on ne peut pas parler que des sujets d'actualité de manière illustrative ou historique. J'ai beaucoup été intéressée aussi par cette question de la chronologie, et qu'effectivement, l'art contemporain, je crois, dans nos musées, alors le musée d'art et d'histoire du judaïsme n'est pas à proprement parler un musée de société, c'est un musée aujourd'hui plutôt on considère comme un musée d'art et d'histoire, en tout cas c'est comme ça qu'on est nommé. Mais je crois qu'on essaye d'être de plus en plus, depuis la nomination de Paul Salmona à la direction du musée en 2008, un musée de civilisation, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux faits juifs de manière générale, sous toutes ses formes, et notamment sous les formes de la production artistique que ça va générer. Et donc, le mélange de la chronologie, elle est importante. Alors, Sébastien, tu disais que ça pouvait poser question chez toi. Moi, je joue un peu le rôle je viens un peu perturber le parcours du musée, c'est-à-dire que je viens accrocher des œuvres d'art moderne et contemporain dans des espaces qui sont plutôt... Mais la présence de l'art, des artistes, de leur travail vient ouvrir d'autres fenêtres. Par exemple, on a une salle médiévale dans laquelle on présente des stèles funéraires du XIIIe siècle qui ont été trouvées sur Paris. Et juste en regard, on présente de manière permanente, par exemple, une œuvre de Chagall qui représente aussi les... Et puis une œuvre d'art contemporain qui va qui va fortement s'ancrer sur la présence de ces lettres hébraïques. Et là, du coup, ça devient autre chose. C'est pas simplement de parler de chronologie ou de présence juive en France au Moyen-Âge. C'est aussi de parler de la place du cimetière. C'est aussi de parler de la place de la lettre dans cette culture. Bon, mais peut-être que sans images, c'est un peu compliqué. L'autre point que je trouvais intéressant, Sébastien, et je ne voulais pas faire un monologue, j'aurais plutôt aimé faire un dialogue avant que tu t'en ailles, c'est l'importance des commandes. Parce que tu disais que tu étais assez, assez prudent sur les commandes, mais je pense qu'au contraire, dans nos musées de société, au sens large, parce que étant présente avec vous aujourd'hui, finalement, je m'inclus dans cette dimension, pardon de me l'approprier. Je crois que c'est extrêmement important. D'abord, les artistes ont besoin de se nourrir. Moi, ce que je vois depuis que je suis dans ce musée depuis 3 ans,
les artistes sont très heureux de venir jouer chez nous. C'est-à-dire que par rapport aux collections dont ils peuvent se nourrir, par rapport à notre parcours, pour eux, ça peut être une vraie bouffée d'oxygène. Alors évidemment, faut que vous trouviez l'artiste qui aura envie de s'engager avec vous, qui va aimer vos collections, qui va être intéressé par vos thématiques. Mais à partir du moment où vous l'avez trouvé, lui position ou simplement pour présenter une œuvre dans les salles du musée, c'est, je pense, pour lui extrêmement intéressant. Non, qu'est-ce que tu en penses, Sébastien? Je pense que d'abord, en plus, ça donne beaucoup de vie au lieu, même cette prise de risque, entre guillemets, c'est-à-dire que la chose qui va être présentée, c'est quelque chose de nouveau voilà, c'est vraiment le musée n'est pas un lieu justement uniquement de patrimoine, mais aussi un lieu totalement ancré dans sa société. Et parfois, et en général, la commande est bien calibrée. On a fait une commande par rapport à Valérie Mrégène sur des élèves dans 4e à Sarcelles, comment ils parlent de religion. Et c'était une école juive et une école publique. On prenait peu de risques finalement et c'était très bien. Mais je vous donne l'exemple, on a aussi passé commande dans le cadre de Monde Nouveau enfin on a donné une carte blanche dans le cadre de Monde Nouveau à Gaëlle Chouane sur la question de l'esclavage, qui est une jeune artiste assez dynamique, mais qui, surtout sur ce sujet, n'est pas, voilà, va pas brosser tout le monde dans le sens du poil. Donc on a pas mal de discussions avec elle sur ce qu'on peut montrer ou pas. Et avec cette double injonction où à la fois l'artiste si on invite un artiste, il est libre. On va pas dire à l'artiste, tu vas mettre des petits zigougous, des fleurs dans les coins. Donc, il faut respecter à la fois la liberté de l'artiste et à la fois l'institution. Et un sujet qui était assez drôle, c'est qu'elle voulait draper entièrement le palais de la Porte Dorée d'un voile noir, comme si le palais était en deuil de l'esclavage. Et on a eu une discussion avec Pape Ndiaye, qui connaît aussi très bien ces sujets, et qui dit, mais non, mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas, ça aurait pu être très mal perçu, comme de la provocation. Et donc, c'est ce travail de discussion et qui doit être mené entre l'artiste et l'institution. Et évidemment, il faut que des deux côtés, il y ait une intelligence du sujet, quoi. Ouais, mais c'est tellement beau ce dialogue. Enfin, c'est tellement ce qui fait le sel de notre travail, je trouve, hein. Voilà, mais il faut pas... Ça pose la question de jusqu'où on peut aller, jusqu'où. Oui, moi je trouve ça très intéressant. Et puis l'autre intérêt également de la commande, on ne l'a pas dit, c'est que ça permet de passer, ça permet d'aider, d'accompagner un artiste à produire une œuvre. On est quand même dans les années post-pandémie. Personnellement, quand j'ai pris mon poste, je me suis dit, s'il y a bien une urgence, c'est bien celle-là, c'est-à-dire de produire, passer commande, ou en tout cas d'accompagner un artiste pour produire une œuvre, pour ensuite la présenter. Et du coup, d'être aussi amené à travailler, à collaborer avec un artiste sur un temps qui n'est pas juste le temps d'un achat, mais vraiment le temps du dialogue, le temps... nous, personnellement, je travaille chaque année, j'accompagne un artiste en production, c'est à peu près entre 25 et 30 000 euros selon les années. Et du coup, ça permet un dialogue avec l'artiste sur 1 an ou sur 2 ans, qui, je crois, est à la fois fécond pour l'artiste, qui lui permet de s'ouvrir à des nouveaux sujets, une nouvelle iconographie, un nouveau lieu, en l'occurrence le nôtre. On lui donne carte blanche pour qu'il choisisse le lieu dans lequel il a envie d'intervenir. Ça peut être au sein des différentes salles où c'est possible. Et le fait d'accompagner un artiste en production, ça lui permet finalement de travailler. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, si on ne les aide pas à produire, ils ne peuvent pas produire tout seuls. Il n'y a pas que des artistes qui font du dessin et de la peinture. Par exemple, cette année, j'ai accompagné une artiste franco-israélienne qui vit à Marseille, qui s'appelle Milly Pécherer. On a produit un film de 20 minutes. Si on n'avait pas produit ce film, elle n'aurait pas pu trouver les 30 000 euros nécessaires à la production de ce film. Et effectivement, je pense que cette question, dans un milieu de société, il n'y a pas obligation Voilà. d'avoir... Donc, moi, je pense qu'une commande, on peut en faire à n'importe quel prix. Hein. Je ne t'ai pas entendu.
Non, ça saute un peu. Non, je pense que... Je t'ai pas entendu, Sébastien, j'ai un problème de réseau. Non, effectivement, et je pense que là, c'est la question de l'implication d'un lieu et des compétences du lieu dans le domaine. C'est-à-dire que tous les musées de société n'ont pas d'art contemporain, et c'est bien naturel, et que parfois, il y a une volonté ou une compétence qui permet de s'impliquer beaucoup. Et là, tu décrivais le fait que le MAGE, depuis l'arrivée de Paul et la tienne aussi, j'imagine, s'investit beaucoup dans l'art contemporain. C'est très bien, voilà. Et je pense que, mais ça peut pas être la situation de tout le monde, mais c'est des orientations. Et je pense par exemple pour le musée d'immigration que du temps de Jacques Toubon, les projets art contemporain étaient beaucoup plus faciles de pourrait l'être lorsque le président du conseil d'administration ou la directrice générale a moins d'appétence pour le sujet. Donc, il y a aussi des vies différentes des collections selon la personne qui les pilote. Non, non, mais c'était pas pour porter un jugement de valeur, mais simplement, comme pour vous, le Musée national de l'immigration, la présence de l'art contemporain au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, elle est depuis l'origine du projet, c'est-à-dire vraiment, elle est bien antérieure à mon arrivée, hein, c'est ce qui a permis la commande à des œuvres, par exemple, de Sophie Calle, de Patrick Bertrand, de Christian Boltanski, etc. Sans ces commandes, on n'aurait peut-être pas réussi à avoir une œuvre de ces artistes qui colle vraiment au musée, enfin vraiment qui soit pertinente et qui ait du sens. On n'aurait pas trouvé forcément une œuvre, j'ai envie de dire, prête à consommer tout de suite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis ou si vous me suivez. Et c'est vrai que la beauté de l'œuvre de commande, c'est que l'œuvre est vraiment liée au musée. C'est pas le musée qui acquiert un objet, c'est que c'est un objet qui a été pensé pour le musée, donc qui fait partie de l'histoire du musée et qui vient enrichir cette histoire. Effectivement, c'est un petit supplément d'âme euh, enfin, voilà, et qui reste. C'est vrai que on avait emprunté l'œuvre de Kader Attia à Big Bang que vous aviez commandé en 2007. Et c'est vrai que du coup, voilà, quelque part, on avait l'œuvre présentée dans notre exposition Juifs et musulmans, mais on aussi, c'est une petite part de l'histoire du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Et je pense que ça fait partie des narratifs qu'on peut valoriser quand on passe commande. Donc, Céline, vous aviez levé Oui, la et main. puis la commande, c'est une duration sur un temps. Oui, je voulais revenir peut-être sur les questions un peu plus prosaïques, éventuellement engager la discussion s'il y avait d'autres questions. Merci à tous les intervenants de nous avoir voilà, présenté à la fois leurs convictions de la place de l'art contemporain dans le musée de société et puis leurs expériences. C'est vrai que pour peut-être à la fois témoigner et puis dire à une beaucoup plus petite échelle hein, déjà d'un musée qui n'est pas à Paris, le musée n'est pas à Paris, c'est une grande métropole, qui a des beaucoup plus petits moyens que les vôtres, je pense, sur votre budget d'acquisition, et puis qui n'a pas une culture aussi de l'art contemporain. Moi, je ne suis pas de formation sur l'art contemporain. Je vois, moi, un certain nombre de difficultés à travailler sur ces sujets dans nos musées de société. Bon, vous avez évoqué la problématique de la commission d'acquisition. C'est vrai que je me sens par contre parfois beaucoup plus aguerrie que certains membres de la commission d'acquisition qui posent des questions, je dirais, très, très bas de plafond parfois, mais ça, on les anticipe maintenant. Mais c'est plus sur l'outillage méthodologique et la manière dont nous sommes accompagnés par ce qui pourrait être le rôle du grand département. C'est vrai que en tant que musée de société, si j'ai un avis à demander, d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelques jours, j'espère que mes collègues vont me répondre, mais je me sens plus en phase d'avoir une réponse ou un retour de mes collègues du MNHI ou du MUSEM que du CNAP ou du Musée national d'art moderne. Concrètement, le Musée national d'art moderne, il ne nous répond jamais, enfin, surtout le Musée de Bretagne ne va jamais répondre. Donc, c'est difficile d'être en dialogue avec des collègues. Et puis, c'est la question de l'outillage. C'est vrai que vous parliez là
vous en faites beaucoup, des commandes, des conventions. Les plus petits musées ont généralement pas l'outillage en fait pour travailler là-dessus. Et je pense que c'est ça qui serait intéressant peut-être de travailler au sein du réseau de la FEMS. Alors ça peut être soit via notre plateforme, même si ça reste des documents souvent c'est ça aussi que je ressens, comme il y a la question du marché de l'art, il y a le prix, c'est que on n'en discute pas trop, c'est difficile d'avoir des informations. Quel est le juste prix? C'est une question qui va nous être posée en commission. Ce que tu disais, Sébastien, toi, tu es sans doute en mesure de l'argumenter face à ton conseil, mais voilà, pour certains collègues, je pense que c'est plus difficile. Et puis, on peut avoir aussi des freins alors des freins qui ne sont pas forcément avec des mauvaises intentions hein, dans nos équipes, mais c'est un vrai changement de paradigme pour moi. Bon, on a pu avoir des tentatives, je ne sais pas, on pourrait rapprocher par exemple le travail ou les orientations que Jacques Hénard avait à Neuchâtel, tout à fait dans cette logique. Enfin, moi, j'y vois beaucoup de ponts, mais sur la médiation, sur la manière d'appréhender le discours muséographique en fait. Donc, c'est vrai que ce que tu disais, Sébastien, là, sur parfois les questions que posent les historiens, c'est des questions qu'on a nous-mêmes au sein de nos équipes. Et j'espère, on a nos rencontres de la FEM sur le sujet bientôt, donc j'espère qu'on va discuter sur le fond là-dessus. Finalement, qu'est-ce que peut l'art contemporain dans un parcours d'exposition? Pour moi, c'est une question tellement simple et en même temps pour en discuter pendant plusieurs jours. Notamment dans un parcours d'histoire, par exemple. Et comment former, peut-être, c'est aussi une vraie question de formation, comment on peut amener je sais pas, à proposer des leviers pour former les médiateurs. Voilà, je sais. Parce que c'est vrai que le fait que les collections soient séparées, moi, ça me gêne. Et c'est plutôt la question du dialogue, je trouve, qui est intéressante. Donc, Céline, si vous permettez. Oui. Oui, j'aurais aimé répondre à Céline par rapport justement aux freins que vous pouvez rencontrer en interne ou que vous pouvez rencontrer avec les élus. Ce qui est intéressant, alors je ne vais pas forcément utiliser le vocabulaire de commande et remplaçant plutôt commande par invitation. Ce qui est intéressant quand on invite un artiste, c'est qu'effectivement, il va vous faire une œuvre sur mesure, mais il va aussi dialoguer avec vos équipes. Et moi, je le vois. Effectivement, le judaïsme, on a beau faire de l'art contemporain depuis la création du musée en 98, il y a encore dans l'équipe des personnes qui peuvent être plus réticentes que d'autres. Mais quand on fait une invitation à un artiste, comme l'artiste qui vient plusieurs fois, qui va quand la médiation technique, finalement, il y a aussi cette séduction humaine, c'est-à-dire apprendre à se connaître, apprendre à comprendre ce que fait l'autre, le regard qu'il peut porter sur vos collections. Moi, je crois que ça aide à lever pas mal d'obstacles. Alors, en interne, et je pensais aussi avec les collectivités territoriales, parce que les élus, s'il y a un artiste qui est invité, ils le rencontrent et ils apprennent à le connaître et ils dialoguent. Et finalement, quand on connaît les gens, j'ai envie de dire, un peu de manière un peu raccourcie, on les aime et donc du coup, on aime l'artiste et on va être plus attentif à la proposition. En tout cas, on va la comprendre, on va davantage s'impliquer pour comprendre sa proposition. Donc c'est pour ça que ça me paraît l'invitation plutôt que la commande, parce que la commande, ça peut faire peur ou ça peut paraître onéreux. Oui, ça peut l'invitation, c'est une bonne forme. Une jolie porte d'entrée. On va tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Du coup, on choisit bien son invité, on le reçoit bien, quoi. Et puis si l'invitation est fructueuse, que l'œuvre est pertinente et qu'on a envie de se la garder, de la faire rentrer en patrimoine, dans ce cas-là, on travaille dans un deuxième temps sur une acquisition. C'est peut-être un mode de travail plus sur le moyen et le long terme, mais je trouve assez enrichissant. Mais ça demande une implication. Et pas qu'une implication du conservateur, je pense que ça permet aussi l'implication de tous, service de médiation compris. Bonjour.
à toutes et tous. Merci beaucoup. Donc moi, je suis Anne Ressen du Musée d'Art moderne de la ville de Paris. J'ai pu travailler avec Sébastien quand il était parmi nous. Moi, je m'intéresse beaucoup à la question de la réserve. Et on n'a pas tellement parlé de l'invitation à des artistes qui peuvent être faits pour justement des relectures des collections. Et peut-être ça serait intéressant de vous entendre, Marie-Charlotte et Elia, sur des cas voilà, que vous avez pu vivre avec d'un côté Koons et puis peut-être un autre type de projet avec Franck Lebovici, par exemple, qui sont deux artistes évidemment très différents l'un de l'autre. Voilà, peut-être une question à ce sujet. Et est-ce que tu veux commencer ou je commence? Je vais commencer, puis je vais te passer la parole, Marie-Charlotte. Merci Anne et merci Céline aussi. En fait, je vais rebondir sur les deux interventions parce que ça m'inspire beaucoup. Je suis tout à fait d'accord sur le ressenti de Céline par rapport aux grands départements et je trouve que c'est d'autant plus important qu'on se rencontre, nous, là, en tant que intéressés, porteurs de projets art contemporain au sein de musées de société. Ayons-en conscience et profitons-en. Et sinon, sur la question du dialogue, effectivement, donc c'est plutôt dans des... Moi, j'en ai pas parlé parce que c'est plutôt dans les projets d'exposition qu'on a pour l'instant invité des artistes à dialoguer avec nos collections. Moi, personnellement, j'en ai pas porté des expositions de ce type, mais donc Marie-Charlotte complétera sûrement très, très bien. En revanche, je voulais rebondir aussi sur cette question du dialogue, puisque on a aussi la question d'artistes qui adoptent les méthodes d'ethnologues ou d'historiens. Et parfois, ça peut aussi créer des frottements à la fois difficiles du point de vue du discours scientifique, mais aussi très enrichissants et stimulants du point de vue de la coprésence en fait, d'un discours historique tenu par un artiste et d'un discours historique tenu par l'équipe scientifique, enfin la médiation et le propos d'une exposition. Donc là aussi, nous avons beaucoup acquis. Alors, c'est surtout Jean Roch qui l'avait fait avant moi. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais des artistes qui s'inspiraient vraiment des méthodes de l'ethnologie. Marie-Charlotte aussi, tu as fait rentrer dans les collections récemment des artistes ethnologues. Je pense que c'est une manière aussi de nouer ce dialogue. Et voilà, je te passe la parole, Marie, parce que, en l'occurrence, tu es mieux placée que moi pour en parler. Je vais essayer aussi peut-être de rebondir sur les deux remarques, c'est-à-dire, nous, en tant que grand département, c'est vrai qu'on donne aussi des avis pour tout type de projet d'acquisition qui s'inscrit dans une démarche ethnologique, mais nous également, pour notre commission des acquisitions, nous faisons systématiquement appel à d'autres grands départements. Et donc, on peut peut-être, nous, on suggère souvent de se tourner quand même vers cette expertise du grand département du Centre Pompidou parce que, en fait, il y a aussi cet enjeu de faire rentrer en collection patrimoniale, effectivement, à bon prix. Et là où je trouve que je partage aussi ce que tu disais, Céline, c'est-à-dire que la question du bon prix est absolument pas évidente, et y compris et encore plus peut-être, je pense, pour Elia, dans toutes les réflexions conduites sur le graphe, avec effectivement une entrée du graphe dans le milieu de l'art, des galeries, qui revoit complètement la donne par rapport forcément à ce qui pouvait se construire dans les années 90 sous la forme d'enquête collecte. Donc moi, il me semble en tout cas utile de continuer à tenter, en tout cas de partager systématiquement ces questions de valeur. Et au-delà, en effet, pas toujours évident de sensibiliser à ces logiques, mais je crois que nous, on essaye sans arrêt de la réécrire, cette politique d'acquisition, et il est bon peut-être de partager ensemble ces documents. Quant aux outils, même si on n'arrive pas du tout à avoir des modèles types, que ce soit pour tout ce qu'on peut construire dans le cadre des contrats post-acquisition ou des contrats de production ou d'invitation à résidence, etc.,
là, c'est aussi une invitation à ne pas hésiter à se tourner vers nous parce que on a la chance d'essayer d'expérimenter avec notre service juridique un panel qu'on est toujours favorable à transmettre. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas, même si on n'a pas, et loin de là, les solutions pour tout, on est prêt à partager ensemble ces questions juridiques, de droit d'auteur, de format même d'appel au post-doctorat dont tu parlais tout à l'heure, Elia, et je pense que j'ai eu déjà l'occasion avec certains collègues d'échanger sur cette formule. Je pense qu'on joue aussi notre rôle et la fédération est pour ça aussi très porteuse donc de ces partages d'outils et je pense que ça reste important. Pour l'expérience, pour répondre plus à Anne, je suis contente de voir parmi nous, donc je te salue. En fait, c'est vrai qu'on a eu plein de modèles en fait, d'expérimentation, d'invitation d'artistes à s'emparer de la collection. On a eu des formules un peu que je simplifierais en les appelant one-shot, qui sont vraiment une rencontre et une programmation, un truc. Là, on a trouvé vraiment au bout d'un moment la limite de cet exercice qu'on a toujours conduit en binôme, en gros, Pôle Histoire du musée, Pôle Art contemporain avec Jean Roch et en se disant, en fait, cette première formule, vu la densité, en fait, de la collection, l'exercice a souvent finalement abouti à des choses qu'on n'a trouvées pas forcément stimulantes, qui pouvaient être une œuvre, ou plutôt en fait une programmation associée aussi, qui pouvait être des spectacles, des machins. Donc ça, c'est une formule qu'on n'a finalement pas trop réitérée dans cette simple finalement invitation à découvrir les réserves, mais qu'aujourd'hui, en fait, on retravaille de manière beaucoup plus fournie. Et ça vaut à peu près sur toute la programmation qu'on a pensée. C'est-à-dire, pour faire simple, quand on a ouvert il y a 10 ans, on avait des événements tout le temps, une programmation très dense. Et là, en fait, on sent que nos temps s'étirent. Donc, on a des expositions qui durent plus longtemps, des projets d'exposition qui se préparent plus en amont. Et je pense qu'une des formules les plus abouties, en tout cas dans notre bilan, a été celle de documents bilingues, qui était une invitation à partager avec 5 artistes une résidence sur 3 ans. Et qui avait vraiment pour base de s'accompagner aussi de temps ensemble, de recherche, où effectivement l'équipe était amenée à présenter l'histoire de la collection, à découvrir ce lieu, à découvrir aussi l'ensemble de l'équipe, les archivistes, les bibliothécaires, l'ensemble de la conservation. Et en fait, cette immersion en réserve a en fait donné lieu ensuite à une exposition sur les 2 lieux, dans le centre de conservation et de ressources qui est donc la réserve et le MUSEM qui est la partie beaucoup plus visible et en particulier dans l'espace Georges-Henri Rivière au Fort Saint-Jean. Et là, c'était une première, c'était en 2017 où déjà il y avait l'envie d'associer les 2 lieux en termes de programmation pour expliciter aussi que tout ça, en fait, venait des réserves à un moment où la collection était finalement très peu visible, en fait, au MUSEM. Et eux ont permis véritablement une forme de réactivation de la collection. Je pense notamment à Uriel Orlot qui a fait un travail que j'ai trouvé splendide autour d'un fond de collection de plaques stéréoscopiques. Et même si on a du coup accompagné la production, rien n'obligeait en fait à porter des acquisitions in fine. Et il y a eu une réflexion avec Jean Roch pour défendre certaines entrées en collection qui m'ont semblé être véritablement un exercice aussi assez vertueux parce que cette relecture de la collection par l'artiste n'était pas finalement une forme d'exploitation rapide de ces objets qu'on peut prendre un peu effectivement comme une brocante. Et la visite de la réserve peut être à la fois très stimulante, mais laisser à penser ça aussi. Hein. Enfin, on peut s'en réemparer comme on s'emparait finalement
finalement d'une forme comme pour l'opéra, de fond de stand qui peut revenir sur scène à tout moment, mais qui a cette limite d'utiliser l'objet simplement parfois pour une valeur esthétique, qui se donne du coup beaucoup d'approches sérielles et qui peut être en même temps intéressante parce que avoir une forme de poésie. Et c'est ce que, il me semble, l'exposition de Koons a fait. C'est une immersion de Koons en réserve qui, en fait, s'est emparée de la collection sans chercher forcément à savoir et d'où venaient les objets et pourquoi, mais qui a pu mettre des tambours comme une évocation de la lune, et il s'est passé quelque chose pour certains, voilà, dans l'émotion que la collection pouvait procurer quand elle était présentée ainsi. Donc, mais qui, pour nous, était moins, en fait, un travail d'échange et d'association. C'est-à-dire que finalement, ce que j'ai apprécié dans Documents bilingues, c'est le temps d'échange avec les artistes, qui n'est pas, en fait, on ouvre les portes et vous choisissez, et il y a peut-être dans ce deuxième modèle quelque chose qui est du ressort finalement aussi, hein, de l'intérêt de cette collection à la faire réemparer et la mettre en main, mais qui est plus limité dans ce qu'elle peut produire comme double regard, en fait. Et je crois que l'exercice du double regard, en fait, c'est les pas en avant pour que l'artiste soit pas n'importe où, et il échange aussi, et que nous, derrière, on ne soit pas simplement toujours à ouvrir les portes de nos réserves, même si en soi, l'expérience, encore une fois, de laisser en main cette collection aux artistes, et pas que, en fait, peut être stimulante. Moi, je trouve que voilà, on fait un panel et un éventail qui pousse à, je pense, dans le deuxième cas, faire aussi véritablement avancer la recherche et la lecture sur les collections. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Je ne vois pas tout le monde, mais j'ai découvert le mode affichage, mode ensemble, qui est extrêmement stimulant. Est-ce qu'il y a du coup d'autres questions, remarques? Il nous reste encore à peu près 5 minutes. Et je pensais à une chose aussi par rapport, en tout cas, à ce que tu disais, Céline, sur effectivement peut-être les musées parisiens peuvent se prêter parfois pour des collections de manière plus évidente. Je pensais notamment à Marie, que j'avais essayé aussi d'inviter à se joindre à nous, mais qui n'a pas pu être là aujourd'hui, où la question se pose aussi à Strasbourg, par exemple, du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, et comment se positionner quelquefois, quoi qu'il en soit, à une autre échelle, à ces échanges qui peuvent être aussi vertueux. Oui, non, je pense qu'il y a vraiment plein d'entrées possibles. Là, on est surtout rentré par les arts visuels, mais c'est vrai que la réflexion de Marie ou celle que tu portes sur le lien, voilà, le lien entre la relecture aussi des vêtements, par exemple, dans la mode. Il y a beaucoup d'entrées possibles, donc je trouve que c'est Enfin, moi, je pressens que c'est quand même un terrain de réflexion assez stimulant, et moi, je ne pense pas que ça soit une mode, hein, comme ce que tu disais en entrée en matière, c'est peut-être plutôt une nouvelle étape, ou peut-être la redécouverte d'une nouvelle étape qui a déjà existé, mais finalement, le musée, c'est aussi toujours un peu une forme de réinvention, voilà, en fonction des professionnels qui arrivent, de l'état de la société aussi. Et puis, tu le disais, tout dépend vraiment du contexte dans lequel notre institution se trouve, hein. C'est que moi, le musée de Bretagne, je vois aujourd'hui, à la faveur d'un nouveau contexte un peu post-Covid, où les pratiques culturelles quand même évoluent beaucoup, où les parcours d'exposition maintenant sont gratuits dans les expositions. Et donc, on a aussi une nouvelle manière de fréquenter le musée qui est peut-être moins, je ne sais pas si c'est classique, mais où la pédagogie n'est pas forcément l'unique entrée, c'est-à-dire on peut tout simplement venir se promener. Il y a parfois des couples qui viennent s'asseoir voilà, pour discuter, pour faire autre chose, pour charger leur téléphone, comme on est entre une bibliothèque, un lieu assez ouvert. Donc c'est vrai que la présence de l'art, elle est aussi une manière d'éveiller la curiosité
voilà, toute la question, ce que disait Pascal, c'est la question de l'œuvre qui pourrait être illustrative, hein, de la complexité de l'œuvre. Donc là, je pense qu'on a aussi des choix qui peuvent être différents. Enfin, on peut aussi tenter des choses et, je ne vais pas dire se rater, mais il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. Pas très grave, hein, finalement. C'est vrai que parfois, cette entrée par l'art, peut-être qu'elle nous met une pression, je dirais, peut-être, dans les milieux de société ou d'écomusée, parce que ce n'est pas peut-être notre rentrée première. Mais voilà, je pense qu'on a sans doute un intérêt. Et puis, j'espère que les rencontres professionnelles seront l'occasion de croiser. Normalement, on avait un certain nombre des musées de société, écomusées, fait remonter pas mal d'expériences par un système de petites fiches. J'espère que du coup, ça pourrait être accessible, parce que moi, ça m'intéresse de voir ce que les collègues peuvent faire ailleurs, les questions qui se posent. C'est vrai que moi, j'ai la chance du coup de participer à la commission du MUCEM, donc c'est vrai que ça me fait progresser dans mes réflexions aussi. Et voilà, peut-être qu'une deuxième session serait utile. Moi, c'est ce que j'aurais en tout cas envie de dire, peut-être en lien aussi avec des projets d'actualité, parce que là, on a pas mal écouté parler les collègues, et peut-être que du coup, avec d'autres éventuellement intervenants qui ont des cas très concrets. Hein. Je sais que Marie, par exemple, elle a eu des cas très concrets avec ses assiettes, avec le projet autour de Charles Frégé, là, dont tu parlais, mais il y a sans doute d'autres cas que je ne connais pas et qui seraient intéressants de partager. Avant de laisser la parole à Bénédicte, qui je vois a levé la main, donc oui, peut-être rappeler qu'en effet, ça laisse présager de beaux échanges et de beaux débats lors de nos prochaines rencontres professionnelles, qui auront donc lieu, pour rappel, du 29 mars au 1er avril dans les Vosges du Nord. Et vous avez depuis hier toutes les infos, le programme et le lien pour vous inscrire disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Voilà, je ferme cette parenthèse et je laisse la parole à Bénédicte. Oh non, excusez-moi, j'ai oublié le micro. C'était juste pour aller dans le sens de ce que veut dire Céline. Et moi, je vois aussi des choses qui sont en train d'émerger, c'est-à-dire des musées classiques, de beaux-arts, qui sont en train de s'emparer de sujets de société et qui commencent à nous contacter pour monter des enquêtes collectes, pour monter des acquisitions dans le cadre d'enquêtes collectes, parce que Marie-Charlotte, je te dis tout de suite que je crois que je t'ai emmenée dans la barque, si j'ose dire, puisque le musée des beaux-arts de Dunkerque, ce qui est normal, veut travailler sur le carnaval dans le parcours historique, enfin permanent, hein, parce qu'il y a des œuvres sur le carnaval de Dunkerque qui sont très anciennes, et en même temps, avoir une ouverture sur le fait contemporain. Je pense que là aussi, je pense que les musées de société peuvent aussi servir comme en échange de méthodologie pour savoir comment monter des enquêtes collectes dans ce domaine-là et les monter très sérieusement. Parce que si, comme vous dites, certains musées de société n'ont pas beaucoup de compétences en art contemporain, à l'inverse, beaucoup de musées dits plus traditionnels n'ont pas cette pratique de l'enquête collecte. Je trouve ça très beau, cette idée que progressivement, en fait, on va s'alimenter, en effet, les uns les autres. En tout cas, ce que j'avais peut-être aussi comme sentiment sur des points qu'on pourrait partager, c'est peut-être aussi quand on dit l'art contemporain, c'est pas tous les artistes. Enfin, on sent bien, j'ai le sentiment que aussi par rapport à ce que Marie fait à Strasbourg, qu'il y a une vraie réflexion de la part d'artistes de rentrer vraiment dans cette question de l'artiste enquêteur, l'artiste anthropologue, ethnologue. Et du coup, c'est aussi de ça dont il s'agit, c'est peut-être de partager en fait ces outils, ces méthodes pour bien comprendre comment, justement, quand ils intègrent les musées, finalement, il y a un vocabulaire déjà commun. Et ça m'a beaucoup fascinée sur le travail conduit sur l'exposition folklore et sur l'artiste en folkloriste ou le folkloriste en artiste. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette question-là, on pourrait même la remonter depuis le 19e, en fait. Enfin, et ne pas cloisonner chacun dans ses tranchées est peut-être une bonne chose, en effet, pour nous ouvrir davantage. Et par exemple, ça me fait penser aussi, on travaille à notre refonte de parcours d'exposition permanent,
Et je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup acquis que l'art contemporain peut aider aussi en fait à nous questionner sur nos collections, à nous accompagner dans ces questionnements. Et quand on l'avait présenté justement avec peu de place à l'art contemporain, tout de suite la remarque est venue de peut-être que ça manque en fait. Donc aujourd'hui même, on a quand même cette réflexion aussi très partagée de l'art contemporain peut nous aussi permettre d'être en dialogue avec notre public et de faire passer aussi peut-être certains messages en déplaçant le discours entre discours muséal et discours d'artiste, sans instrumentaliser ni les uns ni les autres. Et juste une dernière chose aussi sur la collaboration entre les musées dits d'art moderne et contemporain et les musées de société. Un exemple très concret, c'est la collaboration qu'on a pu avoir avec, dans le cadre de l'exposition Flamme sur la céramique au musée d'art moderne, et notamment Marie-Charlotte pour la reconstitution et la réinterprétation de la vitrine du pot, de la terre au pot de Georges-Henri Rivière, avec une artiste contemporaine usant beaucoup de céramike, Natsuko Ushino, et donc un dialogue qui a vraiment eu lieu et qui a été très fructueux entre elle et moi. Et par ailleurs, les discussions que j'ai pu avoir avec Jean Roch, qui était déjà partie du MUSEM, mais sur voilà, une méthode de collecte qu'on a souhaité aussi organiser dans le cadre de cette exposition pour recueillir en fait tous les lundis des pièces que des visiteurs souhaitaient nous confier tout au long de l'exposition. Donc, ce n'est pas des pièces qui sont ensuite entrées dans les collections, mais c'est une expérimentation qui n'était pas du tout, qui était une première en tout cas pour le musée et que je suis ravie d'avoir menée grâce à l'expertise justement de Jean Roch en l'occurrence. Vraiment, je pense qu'on pourrait rester très longtemps, j'avoue, pour poursuivre les échanges. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais vraiment remercier les intervenants encore une fois. En plus, Sébastien est de retour, donc pour ceux qui souhaiteraient encore lui poser des questions, n'hésitez pas. Et sinon, peut-être comme le suggérait Céline, d'une réflexion encore à poursuivre, peut-être avec des angles un peu plus précis que là, il s'agissait un peu de brosser les expériences et d'échanger dessus. Mais on peut vraiment envisager peut-être de poursuivre encore une fois, peut-être davantage pour rentrer sur les outils, des cas pratiques récents, qu'on pourrait peut-être plus décortiquer. Et très bonne idée que de nous inviter à monter dans les Vosges, voilà, pour poursuivre les échanges de vive voix. Alors, on a peut-être le temps Je crois qu'Angèle voulait intervenir, je crois. Ah. Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente, Angèle Delatour, donc je représente des petits musées, contrairement aux autres, puisque en fait, moi, je dirige les musées de la communauté de communes Chinon-Vienne-et-Loire, dont l'écomusée du Véron. Et nous portons effectivement un intérêt tout particulier à la création contemporaine, qui fait vraiment partie intégrante de notre projet scientifique et culturel. Donc effectivement, pour rebondir très rapidement sur les remarques de Céline, effectivement, la question des acquisitions est quand même complexe, mais ça, nous en avions échangé avec Bénédicte, puisque un musée de société qui souhaite acquérir des œuvres d'art contemporaines, ça passe pas forcément très bien et ça nécessite effectivement un document qui permette d'appréhender le pourquoi de ce type d'acquisition, d'où effectivement le développement de ce que vous évoquez, cet axe métaphorique et prospectif qui est extrêmement intéressant en fait de l'art contemporain en regard de nos collections. Mais c'est vrai que c'est un écueil, enfin c'est assez compliqué effectivement, et on se heurte parfois à des refus. Et voilà, donc ça, c'est assez complexe. Par contre, en ce qui concerne l'aspect médiation,
je pense qu'effectivement, je ne sais plus qui a évoqué la difficulté d'appréhender l'art contemporain dans un musée de société pour les médiateurs. Mais en fait, ça se fait plutôt très bien, puisque effectivement, dans le cadre des résidences, enfin, celles que nous avons pu mettre en place, eh bien, il y a un temps, en fait, le temps de résidence est aussi un temps de partage, en fait, avec les équipes. Et finalement, c'est une réelle découverte, en fait, pour les médiateurs. Un réel partage aussi pour l'artiste de ce temps de recherche, de résidence et de lien qu'il va pouvoir faire entre les collections et sa façon de les exploiter. Donc en fait, pour nous, ça a été vraiment plutôt, je dirais, une expérience réussie, en tout cas en termes d'appropriation et de valorisation par la suite. Donc voilà, mais en tout cas, je suis vraiment très contente qu'il y ait ce groupe de travail, puisque cette question de la légitimité, en fait, de l'acquisition des œuvres d'art contemporaines pour les musées de société nous intéresse particulièrement. Je vous remercie. Il y a, il y a peut-être aussi une question de légitimité de l'artiste acquis par rapport à à sa, je sais pas comment dire, par rapport à son rayonnement. En fait, et chaque artiste peut être légitime. Parce qu'on a toujours cette idée, par exemple, de l'artiste local ou de l'artiste national ou de l'artiste international. Et c'est sûr que si vous acquérez la copine de la femme du maire qui fait de l'aquarelle, ou si vous vous achetez une œuvre de Jeff Koons, où il y a toujours des questions de légitimité. Donc, c'est aussi une chose à prendre en compte, de savoir en quoi cet artiste fait sens, et tout artiste fait sens, que ce soit un artiste du village ou Jeff Koons, même si dans les deux cas, ça se discute, mais voilà, c'est effectivement et pouvoir, encore une fois, moi je pense que le conseil que j'aurais donné, c'est de ne pas hésiter à demander des avis. Alors, si le grand département ne répond pas forcément, il y a toujours d'autres musées. Nous, on nous sollicite souvent sur les questions d'art et d'immigration, tout simplement parce que depuis 20 ans qu'on en acquiert, on a quand même une certaine expérience, ou art et exil, ou des choses comme ça. Et pas hésiter à s'entourer d'avis qui peuvent d'ailleurs souvent être différents. Même on a acquis récemment une œuvre de Art Burger. L'œuvre valait, on a regardé à peu près bon, c'est pas une œuvre d'art contemporain, mais l'œuvre valait 1 000 € sur Internet, enfin 2 000 € en vente aux enchères. Et à l'inverse, pour le coup, on a eu la chance d'avoir le retour du grand département qui nous dit, mais c'est une œuvre très importante, achetez-la, quoi. Alors qu'enfin, elle nous était proposée à 10 000, voilà, c'est pour ça. Et donc, voilà, il peut y avoir des avis contradictoires ou des sources contradictoires, et c'est en mettant bout à bout tous ces avis, le service des musées de France que je vois bouger sur sa chaise peut aussi vous donner des avis. Voilà, pas avoir peur de demander, en tout cas. Merci Sébastien. Je vous propose peut-être voilà, de s'arrêter là pour vous donner aussi envie de poursuivre la discussion donc, dans les Vosges du Nord. Et pour vous faire savoir aussi que le prochain jeudi de la FEMS aura lieu le 16 mars, donc dans un mois, autour de la question des chantiers de collection. Merci Marie-Charlotte, merci aux intervenants, intervenantes et à tous les participants. Vous avez été particulièrement nombreux ce matin. Passez une bonne journée. Je vous remercie. Merci. Bonne journée aussi. Au revoir. Merci. Au revoir.